Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, mon verbomoteur inspirant avec du panache, est un sacré acteur, dont la voix éraillée a d'abord été un obstacle, et ensuite sa marque de commerce. C'est après avoir joué Jerry Boulet au cinéma qu'il a décidé de suivre les yeux de son cœur. Il s'est lui-même lancé dans une carrière de chanteur et offre maintenant non seulement un spectacle, mais un album qu'il a financé lui-même en vendant sa maison des îles et son triplex. L'homme est à la fois mystérieux, mais également un grand livre ouvert. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Mario, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir, Éric. Surtout, tu es occupé pas mal avec la tournée de promo pour ton album et ton spectacle. Ben oui, en fait, quand on décide de porter tous les chapeaux, producteur, chanteur, concepteur, c'est ce qui arrive. Pourquoi je t'imaginais pas toi-même prendre toutes les destinées de ta carrière à un certain moment? Il me semble que c'est beaucoup, là. C'est pas juste gérer, sa carrière en tant que telle, sa voix, son répertoire, mais aussi des équipes, louer ses salles, mettre de l'argent, tout ça. C'était en toi, ça? Bien, en fait, oui, c'était en moi. Depuis l'âge de 22 ans que je voulais faire ça. C'est drôle, hein? Que je me voyais faire ça. En même temps, à 22 ans, je pensais pas que je pouvais avoir la liquidité pour le faire. Ouais. Alors, c'est particulier que rendu à 46 ans, que j'ai décidé, en fait, à 43 ans, que j'ai décidé de vendre tout ce que j'avais pour justement avoir cette liquidité-là. C'est particulier quand même. Mais vends, attends un peu, là. Tu vends ta maison des îles, tu vends ton triplex, parce qu'il n'y a pas de banque qui va te prêter, là. Si tu rentres voir le gérant ou la gérante de banque, dire, écoutez, je veux faire une tournée de spectacle puis un album. Ah oui, non, en fait, la Caisse des Jardins de la Culture, qui sont là pour appuyer soutenir la culture, et ils n'étaient même pas favorables à ça. Donc, c'est certain que on est seul avec soi-même quand on décide de partir un projet comme celui-là. Et j'en veux pas à personne, sinon que je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne les choses en main. Et à partir du moment où est-ce que j'ai réalisé que je ne vais pas me réveiller à 70 ans avec des j'aurais dondus, ben j'ai dit, OK, je passe à l'attaque. Regarde ça en termes de chiffres, parce que là, tu viens de mettre sur la table à peu près un demi-million. Oui. Excuse-moi, il faut y croire. Bien, en fait, j'ai été des années, moi, à croire à autre chose qu'à moi-même. Parce que j'ai passé des années à fuir du temps dans les bars, puis ça m'a rien apporté. C'est ça. Quand je me suis réveillé, puis j'ai dit, je vais investir sur moi, c'est la plus belle chose que je pouvais faire. C'est le plus bel investissement, parce que je connaissais le cheval sur qui j'investissais. C'est vrai. Ben oui. C'est vrai. Et en même temps, tu te crées un emploi. Absolument. Puis je dire, m'entoure de gens que j'aime aussi, avec un projet que j'aime. C'est ça. Parce que ta carrière d'acteur a bien été. À un moment donné, ça s'est ralenti un peu. Puis ensuite, tu as fait, j'attendrai pas après le téléphone, puis je vais moi-même créer mon emploi, c'est ça? Tu sais, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce que c'est que le cours d'une vie et qu'est-ce qui est la valeur aussi du fameux... carrefour auquel on arrive à un moment donné, puis on doit prendre un choix. Est-ce que je vais à gauche, à droite, ou je continue tout droit? Oui. Moi, après le film sur la vie de Jerry, le téléphone s'est mis à sonner pour m'engager comme chanteur et non pas comme acteur. Alors, ça m'a bien déstabilisé. Et à ce moment-là, je lui ai dit, tiens, je vais demander à Brune Leboeuf s'il a envie de partir en tournée avec moi pour répondre à cette demande-là. Et donc, on a fait à peu près, 25, 30 spectacles que j'ai produits et bookés par moi-même. J'appelais dans les théâtres, j'appelais dans les salles, je leur offrais le spectacle. Ensuite de ça est venu le moment où est-ce qu'on m'a demandé de chanter mes propres chansons. Donc, j'ai fait une tournée pour le Rosec dans tout l'Est du Québec. Et comme le téléphone continue à sonner, toujours pour m'engager comme chanteur, j'ai dit, je dois prendre absolument ce chemin-là. T'as pas le choix à ce moment-là. Parce que si je veux le vent dans le dos et non pas d'en face, je dois prendre là où est-ce que la vie me dit d'aller. Après ça viendra en temps et en lieu le moment où est-ce que je reprendrai le flambeau de l'acteur en moi. Tu sais. Mais c'est quand même ironique que ce soit ta voix qui t'amène dans une autre voie, VOIE. Absolument. Dans ta carrière à ce moment-ci. Et puis, ce que je trouve d'absolument extraordinaire, c'est que ça vient montrer finalement que la destinée, il ne faut pas attendre après les autres. Là.
Complètement. Tu fais OK, je mets toutes mes billes sur la table, all in, puis Oui. on verra ce qui arrivera. En même temps, il y a une nuance importante. Parce que quand on dit ça, il ne faut pas attendre après les autres. Oui. Ça ne veut pas dire de ne pas s'entourer Non, d'autres absolument. gens. tu sais. C'est vrai, Parce c'est que vrai. j'ai réalisé depuis 6 ans que si j'avais continué ma carrière comme je l'avais entreprise, c'est-à-dire de faire les choses à ma manière et de ne pas m'entourer de gens et de le faire comme moi je l'entendais, je ne serais pas rendu là où est-ce que je suis aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des gens depuis 6 ans qui ont cru en moi, des Jean-Fernand Girard, qui a été mon premier directeur musical, Alain Sauvageau, qui a suivi après et de près Qui pour est faire encore là, l'album, qui est encore là, évidemment. C'est quand même des personnes d'importance. Il y a aussi Dominique Champagne qui m'a engagé au théâtre. Et tout récemment, évidemment, j'ai joué dans 30 vies. Alors, c'est Avec certain que Fabienne Larouche, mais évidemment, Danielle Métaux, la réalisatrice, qui a eu confiance en moi et qui m'a ramené. Ça faisait 10 ans, pratiquement jour pour jour, que je n'étais pas revenu à la télévision. Tu as eu un accident en 1998, très grave accident. Ouais. Ensuite, il y a tu es même tombé dans le coma, il y a une réhabilitation. Ça t'a pris du temps avant d'avoir la vie que tu as aujourd'hui. Est-ce que pendant cette époque-là, tu as nettoyé ton passé? C'est tout ça que tu as fait? Non, Parce que ta sobriété date d'il y a 6 ans à peu près maintenant. Oui, 6 ans, oui. Donc, l'accident, c'est en 98. Ouais. Donc, il y a eu un bout de temps où tu étais encore dans cet ancien monde-là, tout en ayant vécu quelque chose qui était... Puis je m'y enfonçais. Je m'y enfonçais de plus en plus parce que, en fait, pour résumer tout ça, le caractère même de ce qui m'arrivait, c'était celui qui est plus capable de se regarder dans le miroir parce qu'il s'aime plus comme il est. Donc, moins je m'aime, moins je peux comprendre qu'il y a des gens autour de moi qui puissent m'aimer tel que je suis. Donc, je continue à m'enfoncer. Et plus je m'enfonce, moins il y a de gens autour de moi qui m'aiment. Donc, c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que moins il y a de gens qui m'aiment, moins je m'aime, moins je sens que j'ai de la valeur en ce monde, bien, plus j'ai envie de mourir, quoi. Et non seulement on a envie de mourir que... parce que c'est notre raison de vivre, de faire ce métier-là, d'être utile sur cette terre-ci. Quand quand tu dis que j'ai envie de mourir, est-ce que c'est concret? Tu fais, garde, j'arrête ça, là. Tu sais, un peu comme Dédé le fait, là. Bien, Dédé, ça a été assez drastique, hein? Oui. Dédé, d'abord, c'est juste pour ouvrir la parenthèse et la refermer, il était déjà malade, il y avait déjà psychologiquement une maladie qui l'envahissait. Mais pour moi, c'est certain que celle qui m'envahissait, c'était la consommation. Mais la consommation, quelle qu'elle soit, c'est 5 ou 10 du problème. C'est ça. 90 voire 95 du vrai problème, c'est Mario Saint-Amand, c'est les comportements de Mario. Comment est-ce que moi, j'arrive à gérer comment je suis fait? C'est ça. Et c'est ça que je dois prendre en main. Mais plus j'avance dans ce canal-là qui se réduit, qui est comme un entonnoir, qui se réduit parce que les ressources autour de moi se réduisent autant que moi, je les empêche de pouvoir m'atteindre parce que je ne m'aime pas assez, eh bien, arrive le moment où est-ce que je suis au bout de ça et que je me retrouve dans un parc, que je suis esselé, mais de mon propre chef. Il n'y a pas personne qui voulait... C'est de ta faute. Ben, On va dire c'est de ta faute. Ben, je l'ai choisi. C'est ça. Disons. Sans le choisir réellement, là, en ce sens que j'ai tassé tout le monde de ma vie. Ce qui fait que lorsque je me retrouve devant ma mère aux Îles-de-la-Madeleine et qui me dit, elle, qu'elle veut m'aider et que je lui réponds mets toutes tes affaires, c'est certain que c'est ingrat de la part d'un fils, mais c'est aussi un être humain qu'elle a devant elle, qui est son fils, qui est mal à l'aise et gêné de ce qu'il est. Ce qui est devenu. Ce qu'il est devenu, exactement. Puis à 40 ans, tu as décidé, fini, Sarah, on arrête ça là. Complètement. Du jour au lendemain? J'ai décidé... Bien, du jour au lendemain, il a quand même fallu que j'atteigne un bas-fond. Oui, bien Ce sûr. bas-fond, il est important dans le sens où est-ce que c'est lui qui va déterminer le réel choix que je vais faire de vouloir rebondir comme le phénix ou de m'assombrir. En fait, c'est parce que tant que tu es aussi longtemps qu'on n'est pas dans ce bas-fond-là, excusez-moi, il y a des portes qui s'ouvrent, OK? Il nous reste des portes. Puis à un moment donné, il y en a juste une, et c'est celle où tu te prends en main. C'est un peu ça, non? En fait, oui, c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange, en fait, de ce bas-fond qui est atteint et qui me permet de réaliser là que je peux et j'ai encore le choix de revivre et de me sortir de là gagnant. Parce qu'il y a des ressources encore, qui ma mère et qui un médecin que j'ai rencontré et
des endroits, Puis sûrement des amis encore, très près. Oui, qui ont, au fil du temps, peut-être perdu un peu confiance. Et c'est correct, parce que cette confiance-là, elle a été brisée un peu... Usée. Usée, oui. Brisée. Oui, par le temps, par les réactions que j'ai eues. Ouais. Donc, ça prend les amendes honorables, ça prend le temps qu'il faut pour rebâtir cette confiance-là. Quand tu vois un gars comme Philip Seymour Hoffman mourir à New York d'une surdose d'héroïne à 46 ans, c'est tout ça? Il me semble que c'était ça. Il a exactement ton âge. Exactement. Est-ce que tu aurais pu finir tes jours comme lui? Moi, je pense que ce gars-là vivait à ce moment-là des peurs et une détresse qu'il n'arrivait pas à gérer lui-même et que il n'a pas tenu compte du fait qu'il avait besoin d'aide et que cette aide-là, il a été la chercher à l'intérieur d'un sauve-qui-peut d'une fuite. C'est ce dont sert pour une période X qui la drogue, l'alcool, que ce soit même les machines à poker, le casino pour certains, la cigarette, la bouffe, le magasinage, Le bref. sexe. Le sexe, Ah oui, absolument. absolument. Lui, il est revenu à cette consommation-là qui le hantait depuis son adolescence. Donc, c'est malheureux. Ouais. Évidemment, je pense que pour tout consommateur, à ce moment-là, c'est un drapeau rouge. Ça veut dire de continuer à prendre soin de soi, de faire ce qu'il faut un jour à la fois. Est-ce que lui il avait été abstinent pendant 23 ans? Il y a eu un rap party, il a pris un verre, puis il est reparti sur une dérape dont il est. Bien, c'est ça. Moi, je ne crois pas Ouais. à la diminution des méfaits. Il y a certains endroits qui prônent la diminution des méfaits, un verre par jour, ou 2 verres par semaine. C'est de la bullshit pour moi. quelqu'un qui a le problème. De toute façon, pour quelqu'un qui veut s'en sortir, Ouais. la diminution des méfaits, ce n'est pas ça. Ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est cold Parce turkey, que, on arrête ou on de toute façon, parce que le verre va redonner, de toute façon, va redémarrer ce désir-là de vouloir geler davantage. Parce que si tu as besoin d'un verre, c'est parce que tu as besoin de bien plus que ça. C'est ça. Parce qu'autrement, tu n'en as pas de besoin. Tu gères, tu gères le manque, le mal de vivre autrement qu'avec l'alcool et la drogue. Alors, c'est pour ça. Donc, c'est sûr que je m'emporte un peu quand j'en parle parce que je vois tellement de jeunes qui retournent consommer parce qu'il y en a qui prônent ça. Ou la 0.5 ou... C'est pour moi, ça ne tient pas debout. Parce que si tu bois une 0.5, à un moment donné, tu ne feras pas la différence entre la 0.5 puis la bière qui a l'alcool dedans, et tu vas prendre la bière qui a l'alcool dedans. Moi, j'ai commencé à faire à manger avec du vin. Eh bien, crois-le ou non, la bouteille de vin à 0,5 % d'alcool qui était dans mon frigidaire, où est-ce que je l'ai sorti pour faire mon risotto, j'en ai mis dedans et je me suis vu prendre la bouteille et vouloir 0,5 %. Après combien de temps d'abstinence? 5 ans d'abstinence. Aïe, aïe. Et là, j'ai fait, il n'y en est pas question. C'est pas vrai que moi, je vais faire ça pensant qu'il y a pas, c'est pas grave. Non, non. Je me vois exactement là où est-ce que j'étais. Alors, je prends la bouteille, je la déverse dans une bouteille qui n'est plus une bouteille de vin de 1, qui est une bouteille anonyme, premièrement, que je la mets dans le frigidaire et que je vais continuer à cuisiner parce que je me punirai pas parce que j'ai quelque chose qui vient me hanter soudainement. Non, je vais prendre les moyens pour ne pas que ça me hante. Et après ça, je vais continuer à faire la cuisine. Mais il y a aussi le fait que je vais appeler des amis, j'en parler, je vais me dénoncer. Parce que si je ne me dénonce pas, là, ça va continuer à me hanter aussi. Bref, pour moi, ce qui est important, c'est la base même de ce que j'ai appris avec Jeannette Bertrand en 1992, lorsqu'on a fait la dramatique sur la schizophrénie. J'ai commencé à lire sur Henri Laborie, qui avait écrit L'éloge de la fuite, et dans lequel livre, il disait « La communication est la base de l'être humain. Un être humain sans communication est un être mort. » C'est vrai. À partir du moment où j'ai compris ce phénomène-là pour moi, j'ai fait « OK, je vais l'appliquer dans tous les domaines de ma vie. » Maintenant, grand bien m'en fasse, je suis encore vivant aujourd'hui pour vous en parler, mais c'est certain que cette application-là, je l'ai fait souvent en ne sachant pas vraiment là, où est-ce que j'allais mettre, si je mettais encore un pied devant l'autre. OK, on va donner cette image-là, là, parce que la consommation, des fois, l'emportait sur mon désir d'être bien et mon désir de vivre adéquatement. Le malheur peut être confortable si on ne connaît que ça. En fait, le malheur est une chose, la souffrance en est une autre. La souffrance, on ne la choisit pas.
La souffrance, elle est là parce que on ne fait pas ce qu'il faut pour l'estomper, pour la faire disparaître tranquillement. Pour ce qui est des autres mots MAUX de la vie, ils sont là, puis on y fait face au fur et à mesure. La souffrance est le pire mal qui peut nous habiter, parce qu'on tente, ni plus ni moins, de l'aligner. Oui, elle nous aliène, oui, plutôt qu'on arrive à le faire disparaître, quoi. Tu parlais de Jeannette Bertrand, peut-être un des rôles les plus marquants de ta carrière, bien qu'il y en a eu beaucoup d'autres aussi ensuite, mais ça a été en 1994, Le missionnaire du sida, c'est bien ça, qui t'a mérité un Gémeaux comme meilleure interprétation dans un rôle de soutien. Oui. Ça a aussi tout changé ton casting de carrière à partir de ce moment-là. Bien, bizarrement, je l'ai répété souvent, mais j'avais 13 ans quand j'ai vu pour la première fois Raging Bull avec Robert De Niro. Et pour moi, ça a été déterminant. À ce moment-là, c'est sûr que l'enfant Mario avait besoin de fuir ce qu'il était parce qu'il ne se sentait pas aimé dans ce qu'il était. Donc, quand j'ai vu Robert De Niro se transformer à l'intérieur de ce personnage-là qui est Jake LaMotta dans Raging Bull... Film qui était tourné à Montréal, d'ailleurs. Oui, en partie, oui. J'ai tout de suite compris que c'est ça que je voulais faire. Donc, des rôles extrêmes. Complètement. Mais Jean-Matthew McConaughey dans le Dallas Buyers Club. Il y a vraiment, lui, campé un rôle du début à la fin. C'est certain que moi, j'ai été faire un jeûne, j'ai maigri de 20 livres. Lui, il a maigri de 60? Presque 60 livres. Pour tenir le rôle sur 40 jours de tournage, c'est quelque chose. Et j'ai pas vu de rôle de toi ordinaire. Il me semble on t'a toujours donné, c'est drôle, il y a toi et Marc Belland, vous aviez un casting un peu semblant, vous aviez toujours des rôles comme... Ça se pouvait pas jouer des rôles de J'aime même. ça plonger. C'est sûr que mon corps est mon outil. J'aime l'utiliser dans tout ce qui m'habite et dans tout ce que je fais comme acteur. C'est certain que j'ai besoin de me reposer comme homme et puis à ce moment-là, me retrouver en compagnie d'amis avec qui je peux discuter de la vie, puis ça se passe bien, mais c'est certain que j'aime m'investir, c'est sûr. Mario, tu sais que tu as fait complètement dérailler mon plan de match parce que je voulais, tu sais, systématiquement passer à travers ta carrière, tel rôle, la famille, les enfants. Puis on est partis tous les deux dans cette conversation-là, puis c'est correct, on va y aller. Hein? On va avec la vague. Absolument. Là, on est dans le bout avec ou sans pull, c'est-à-dire que je demande à mes invités de me suggérer 5 sujets dont ils aimeraient jaser. Oui. Et le premier de tes sujets, c'est, attends un peu, la langue française. Oui. Je suis pas étonné. Ah non, hein? Je suis pas étonné parce que malgré le côté un peu rough de ta voix, ton langage est parfait. Oui. Mais en fait, pour moi, c'est le déclencheur, l'élément déclencheur de faire le spectacle que je fais en ce moment, c'est-à-dire l'hommage aux paroliers qui ont écrit, oui, pour Offenbach et pour Jerry, c'est-à-dire de faire un hommage à ceux qui ont pris la parole aux mots, et je parle de la parole française, évidemment, pour arriver à faire chanter à un groupe rock notre langue à nous, dans un langage pur et dur. Ça se faisait pas dans le temps. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on avait que des groupes américains qui chantaient du rock. Et sinon, on faisait des traductions de ces chansons-là en français, dans un français quelquefois assez approximatif pour que ça fonctionne avec le refrain ou avec le couplet. C'est ça. Et donc, il a fallu d'abord un Pierre Harel qui a tendu un texte de traduction syllabique, en fait, lorsqu'il a entendu chanter Jerry « That's why I'm singing the blues », il a entendu l'autre soir, j'ai chanté du blues. Et c'est là qu'il a entendu la chanson « Calling the Blues ». Après quoi, il a écrit plusieurs chansons, évidemment, Je suis un rocker, qui est une adaptation de Rock and Feeling de Chuck Berry. Ah oui, tiens, je savais pas adaptation. Et c'est ça qui est assez magique de son écriture. Il est capable d'aller puiser à l'intérieur d'un texte ce qui nous ressemble et nous rassemble aussi en même temps, parce que « Je suis un rocker » est une des chansons assez reconnues d'Offenbach. Tu n'aurais jamais pu imaginer un jour être sur une scène à faire un vrai spectacle? Avant, j'imagine que tu chantais dans les bars, on te donnait le micro puis tu chantais. Ouais.
Et là, c'est vrai, là, c'est un vrai spectacle, un vrai album. Oui, j'ai fait les Francopholies en 96 et j'avais déjà à ce moment-là le désir de faire un hommage au blues québécois. C'est ce que je faisais de toute façon, au blues francophone, en fait. Et parce que ça me dérangeait déjà d'entendre des jeunes dire « Ah ouais, c'est bon le blues, mais il est meilleur en anglais. Puis là, je me disais « Attends un peu, ça veut donc dire qu'on prend pas le temps, nous, de découvrir notre propre blues à nous. Voilà. Tu te souviens-tu du Villemar Blues Band? Ben oui. Mais en même temps, le Villemar Blues Band, c'était très musical. Oui. Il y avait aussi des chansons en anglais. C'est vrai. Donc, pour faire uniquement francophone, je me suis vraiment... J'ai aiguisé mon crayon et j'ai aiguisé aussi mon acuité pour dire qui l'a parti, ce rock-là? Et qui sont les prédécesseurs du désir de chanter notre langue en français? Et évidemment, il y a Pierre Harel, Oui. qui est le premier de tous ceux-là. Et après ça, Pierre Huet a compris qu'il pouvait, malgré le fait qu'il avait un peu peur de cette gang de gars, de rockers un peu rustres, qui ne feraient jamais de compromis avec le milieu pour faire un disque d'or, puis que face à un Jerry qui, lui, il se ferait pas prier pour chanter ce qu'il avait envie de chanter, puis que c'était pas le genre non plus à chanter des chansons à l'eau de rose. Donc, c'est avec ce monde-là, tout d'un coup, avec ces gens-là, qui ont pris le temps de peaufiner notre langue dans un langage rock francophone, qu'on a découvert qui on était. Parce que c'est toutes des histoires qui nous ressemblent. C'est vrai. Ben, ça parle de nous, puisque ça parle notre langue en plus. Puis on est à l'époque de Charlebois, on est à l'époque de... Bien, Régent Ducharme écrit pour Charlebois, évidemment, oui, donc, c'est ça. mais c'est une pop psychédélique. Oui. On n'est pas encore dans le rock pur et dur, vrai, c'est pas auquel le- s'associent des ça. gros cheveux longs. Là. Justement, parlons de la musique, parce qu'on a glissé dessus. Tu penses quoi de notre musique maintenant? Elle est... Moi, je pense qu'il y a un problème. J'avais hâte que tu me sortes ça. Dire sincèrement les affaires. Ouais, go. En ce moment, il y a une problématique qui se laisse entendre de toute façon. Là, à la Fête des Neiges, en ce moment, il y a de la musique qui joue à tue-tête pendant la Fête des Neiges, ou est-ce que c'est une fête pour les enfants, et il n'y a que de la musique anglophone qui joue. Ben, écoute, Ils un ne match font du Canadien. rien. Le match du Canadien, c'est la même chose. Il y a Donc, très peu de chansons quand francophones. est-ce Ouais. qu'on va prendre les choses en main? Et ça, ce n'est pas ni toi ni moi qui va pouvoir le prendre en main. Oui, le dénoncer, oui, le dire, mais comment ça se fait que ceux qui sont en haut, les décideurs, ne font pas quelque chose pour protéger en même temps, oui, de un, notre langue, et de deux, notre chanson française. Parce que comme c'est là, quand on va sur les différents postes de radio, en dehors de Radio-Canada, là, rares sont ceux qui vont jouer une musique francophone. Et oui, peut-être à des heures indues où est-ce qu'il n'y a plus personne qui les écoute. C'est un peu désagréable parce que on n'a pas ce plaisir-là, finalement, de découvrir encore qui on est. Et est-ce que ce ne serait pas justement le temps de dire, bien, peut-être que ce serait le temps d'aiguiser nos crayons et d'apprendre à écrire notre langue? Parce que est-ce qu'elle est si bien écrite que ça si on ne prend pas le temps de la faire jouer? Tu sais, c'est aussi une question qu'on doit se poser. Mais à travers ça, il y a des Alexandre Belliard, il y a, comment est-ce qu'il s'appelle, Poulain, je pense, Alexandre Poulain. Ouais. Il y a d'autres. Il y a Ariane Moffat, je veux dire, il y en a là, qui écrivent. Heureusement, il y en a Ben oui. encore quand même qui nous permettent d'avoir du rayonnement sur notre chanson francophone. Absolument. Mais on est dans une mer et surtout avec la mondialisation de la musique maintenant, on est à travers tout ça, nous autres. Mais toi, tu peux pas te plaindre parce que ton album, 22 collines de blues, est montré sur iTunes dans les albums les plus vendus. Absolument. en ce Et moment. ça va bien parce Oui. qu'évidemment, je reprends ce répertoire-là qui nous appartient Oui. et qu'avec Alain Sauvageau, on a rebâti musicalement avec un violon électrique et non pas une guitare. Question de se l'approprier, cette musique-là, et aussi de trouver le moyen de raconter les histoires derrière les chansons. Maintenant, c'est certain que, tu sais, le constat que je viens de faire n'est pas une plainte, est un constat en rapport avec qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en fonction du besoin qu'on a de laisser notre langue parler d'elle-même. Et tu l'as bien mentionné, oui, il y en a de ces auteurs, compositeurs, interprètes aujourd'hui qui sont là. Il y a encore un Michel Rivard qui vient de sortir un album. Oui, il y a Michel Bélanger qui est en tournée. Oui, il y en a beaucoup. Mais évidemment, c'est d'autant plus difficile, même aujourd'hui, parce que la musique est un peu l'enfant pauvre des salles de théâtre, parce qu'on se bat pour avoir des salles. Puis c'est toujours la force du nombre.
qui compte au bout. Complètement. Hein? C'est autant pour le cinéma que pour la musique, que pour les émissions à la télé. On voit qu'on achète maintenant des concepts qui viennent de l'extérieur plutôt que de prendre nos concepts ici qui sont créés. Parlons de l'écologie maintenant, un autre de tes sujets. Ah ben oui, l'écologie, c'est certain que je peux pas faire autrement que d'en vouloir un gouvernement canadien qui va à grands coups de subvention avec l'Alberta, parce qu'évidemment, c'est l'accord de Kyoto a pris le bord. Oui, et bon, évidemment, les sables bitumineux laissent croire que c'est le grand argentier canadien. Le Klondike. Le Klondike, complètement. Alors que c'est le plus grand pollueur au monde, l'Alberta, qui est une des provinces les plus petites du Canada. C'est déconcertant. Et ils sont en train de faire ça où? Sur une des plus belles îles du Québec. L'île d'Anticosti. L'île d'Anticosti. Ils sortent 30 millions de barils. Un instant, là. On n'en parle à personne. Ils sortent 30 millions de barils de sable bitumineux d'une île qui est une île peuplée de 150 000 chevreuils, une île à découvrir. C'est l'île de Pâques, en fait, pour le Québec. Et c'est là où est-ce que j'ai passé une partie de ma jeunesse parce que je viens de cette île. Ouais. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'on fait? Personne ne dit rien, le gouvernement nous le cache, qu'est-ce qui se passe? L'argent. La politique, maintenant. Et cet argent-là, est-ce qu'il nous revient? Parce qu'ils disent qu'ils sont en train de faire de l'exploitation temporaire, à savoir est-ce qu'il y en a. Ils sortent quand même des millions de barils, là, un instant. Bon, tu les vois, les budgets, tu vois bien que l'argent ne nous revient pas, ou en tout cas, de façon en tout cas, détournée. mais c'est certain qu'il y a Dominique Champagne qui est en train de faire un documentaire là-dessus. J'ai très hâte de le voir, d'ailleurs. Alors, c'est certain qu'il faut se tenir très à l'affût de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que moi, je sais, quand j'étais jeune, nos parents nous empêchaient de parler politique à table. C'est certain que c'est toujours Sujet tabou. Oui, un sujet tabou, puis une grande difficulté de mettre le pied dans cet engrenage-là. Mais bon, moi, je le fais, je le prends pour ce que c'est-à-dire comment est-ce que je peux en parler pour éveiller les gens à ce qui se passe en ce moment, puis souhaitons que ça sonne une cloche, quoi. L'éducation. Ben, l'éducation. Et on parlait tantôt du français. Heureusement, dernièrement, ils ont tenu bon que M. Félix Leclerc soit honoré comme personnage historique du Québec. Personnage historique, c'est important, mais ça fait des années qu'on se dit, mais comment se fait-il qu'on n'a pas, dans les cours d'histoire de nos jeunes aujourd'hui, l'histoire du Québec en chanson, l'histoire du Québec de ce que c'est les bâtisseurs artistiques. Tu sais, ton père en est un, dans ce qu'il a été de sa vie, et Félix Leclerc en est un autre aussi de ce qu'il a été comme auteur, compositeur, interprète. Bon, évidemment, sa fille, en ce moment, je sais qu'il y a en ce moment à l'île d'Orléans une construction d'un... Oui, la maison. À la maison, oui. Mais en fait, oui, la construction d'un chemin qui va conduire les gens à différents endroits sur le parcours où c'est monté par Robert Lepage. Et où les gens vont pouvoir réentendre des chansons lorsqu'ils vont arriver à telle partie du boiseau, telle station. Alors, c'est bon, ça c'est bon, mais maintenant, est-ce qu'ils vont décider aussi de l'incorporer, d'inclure tout le savoir de cet homme-là qui est inépuisable à l'intérieur de toutes les chansons qu'il a écrites? C'est aussi ce qu'on est. Tu comprends? Alors, souhaitons que ça fasse son bout de chemin, quoi. Mario, je dis souvent que l'homme est la somme de ses expériences, mais aussi de ses réflexions. Ah! C'est bien, hein? Ben oui. Et justement, ces expériences, je demande donc à mes invités de me parler de 3 moments cruciaux de leur vie, puis ensuite 3 citations qui les définissent. Et le premier événement, tu me parles à l'âge de 10 ans, alors qu'on t'a découvert des nodules sur les cordes vocales. C'est ça, ta voix? Ben oui, en fait, la sœur Yvette qui m'enseignait le chant, je suis revenu après les fêtes de Noël et elle n'était plus là. Et la sœur qui la remplaçait n'était pas à sa place, évidemment. Elle m'a fait peur, j'ai développé des nodules. La perte aussi... Est-ce que tu as forcé ta voix? C'est ça qui a développé des nodules? On parle aussi d'un choc émotif, hein? Ah oui? Donc, ben oui, c'est sûr, sœur Yvette, je l'adorais, donc... Tu avais un attachement pour elle. Ben oui, c'est sûr. Vous savez, je pense qu'à partir du moment où est-ce qu'on s'attache à une personne, c'est parce qu'on retrouve en cette personne-là, qui, à ce moment-là, est une femme, une mère.
Pas que ma mère n'était pas vivante, mais elle avait... Une figure 5 ans. maternelle, on va dire. Oui, une figure maternelle, oui, c'est encore mieux dit, Eric, merci. Et à ce moment-là, lorsque je n'ai plus retrouvé, j'ai eu ce choc émotif-là. J'ai su dernièrement, par sœur Julie, que je vais revoir des fois à Saint-Louis-de-Gonzague, qu'elle était décédée du cancer. Bon, ça a développé des nodules. Heureusement, à ce moment-là, Dr Thibault à Québec a soigné les cordes vocales sans les opérer. Alors, j'ai pu continuer à les utiliser, donc à chanter, parce qu'autrement, ils auraient fragilisé en enlevant, en enlevant les nodules directement sur les cordes vocales. Ils auraient fragilisé les cordes vocales. Alors, ça fait d'aujourd'hui ce que je suis. Hein. C'est une voix qui me devance. La voix que j'ai, comme chantait Jerry Boulet, dans le fond. Oui, comme Gilbert Langevin a écrit, oui, la voix que j'ai d'un peuple. Hein, ça parle aussi de ça. C'est ça. Et la voix que j'ai aussi, c'est une chanson que je me suis appropriée et que j'aime beaucoup chanter dans le spectacle. Parce que pour moi, en la lisant et en la relisant, elle aurait pu s'appeler pour moi La vie que j'ai. Elle me définit bien comme homme et dans le parcours que j'ai eu. C'est vrai, je l'ai écouté très attentivement. Je me suis dit, mon Dieu, s'il y avait une chanson pour te décrire, ce serait bien celle-là. Oui. Et pourtant, elle n'a pas été écrite pour toi. Non. Non. Et elle n'a pas été écrite pour Jerry non plus. Non, c'est vrai. Non, parce qu'elle faisait partie du répertoire de poèmes de Gilbert Langevin que Mouffe a vu, qu'elle a remis à Pierre Harel, qui lui l'a remis à Jerry, qui a fait la musique dessus. C'est quelque chose. À 17 ans, on te sac dehors de quoi? C'est l'option théâtre à Saint-Hyacinthe? Oui, à Saint-Hyacinthe, oui. En te disant, tu as des problèmes. Je ne ferai jamais un acteur à cause de la voix que tu Oui, as. oui. Pourquoi? Parce que tu projetais pas assez? Oh boy! Je me rendais chaque samedi, dimanche matin chez les sœurs, encore à Saint-Hyacinthe, pour prendre des cours de chant, des cours de voix. James Andrew Anderson, qui était le professeur de voix à Saint-Hyacinthe, me donnait des cours souvent après les cours pour arriver à créer une détente au niveau de la voix, parce que tout ça, c'est des muscles, mais évidemment, on a des muscles partout dans le cou, sur les trapèzes. C'est ça qui définit aussi le corpus, la projection de la voix. Et vous savez, quand ils définissent à ce moment-là que sur 29 élèves qui doivent en garder 12, c'est certain qu'ils vont trouver toutes les raisons possibles et impossibles pour libérer des jeunes dans l'école. Donc, mais pour moi, ça a été le coup-pied dans le derrière. Ça a été ce qui a sonné le gong de... Prends-toi en main. Vous me reverrez bientôt. Donc, tu n'as pas fini tes études à Saint-Hyacinthe? Non. En sortant de là, parce que c'est un échec à 17 ans de se retrouver, tu peux plus continuer tes études. Est-ce que tu décides de retourner ou tu te dis, je vais commencer à travailler? Oui, mais en même temps, Éric, je peux juste vous dire que mon père était contre le fait que je devienne acteur. Donc, je suis parti à l'âge de 15 ans de chez moi en me disant, c'est ça que je vais faire comme métier. Parce que à l'encontre de tous, je savais que c'est ça, moi, qu'elle allait me définir. C'est ton appel, toi. Ben oui, complètement. Donc, l'option théâtre, ça devenait un plus, puis c'est pas grave, j'allais continuer. Heureusement, j'ai rencontré Daniel Fichot à Montréal. Et de par cette rencontre-là de Daniel qui m'a enseigné fondamentalement les préceptes de ce que c'est le métier d'acteur, c'est-à-dire d'abord le métier d'acteur de scène, de théâtre. Après ça, j'ai pu me définir à l'intérieur de ce qu'a été Marcel Simard, dans le film Love-moi, le premier film que j'ai fait. Et évidemment, Jeannette Bertrand, qui a été une autre personne importante dans ma vie. Je vais faire une pause parce que j'ai le goût de... Je te dirais. J'ai le goût de revenir un peu en arrière. Tu t'as parlé de ton père. À 15 ans, tu as perdu de vue ton père. Parce que, justement, tu n'allais pas dans la voie qu'eux voulaient que tu ailles. Je dirais que j'ai perdu de vue mon père à l'âge de 5 ans, en fait. J'ai fait mes valises à l'âge de 5 ans, moi. Explique-moi ça, là. Bien, je pense que c'est assez clair. Mon père est un homme très droit, qui travaillait, et c'est le 17e de 18 enfants. Il n'avait pas ce que moi j'avais besoin comme enfant. Il n'avait pas cette définition-là de ce qu'est l'amour pour un fils, de son père à son fils. T'as pas un homme paternel, c'est ça? Pardon? T'as pas un homme paternel? C'est un homme qui avait comme définition, comme son père l'a été pour la famille de 18 enfants qu'il avait, un homme qui amenait le pain sur la table. C'est ça. On n'a jamais manqué de ça. On a toujours eu des bonnes maisons, on a toujours bien vécu, une bonne éducation. Alors, je ne pouvais pas, comme enfant, exiger quelque chose de plus de mon père. Mais le manque que j'avais était énorme.
Et grand bien m'en fasse. Quand même, il m'a donné une rigueur quand même au travail qui est celle qui me définit aujourd'hui, c'est-à-dire de me prendre en main. Mon père est un entrepreneur général qui a jamais lâché, qui a toujours entrepris de se bâtir à travers son métier. Donc, c'est aussi ce que j'ai comme homme, c'est-à-dire celle de me définir aujourd'hui comme étant un producteur, où est-ce que je vends mes maisons pour arriver à produire ce que j'ai à faire. C'est aussi ce qu'est mon père. Donc, ce qui vous a séparé, vous réunit, finalement? C'est tout ça? En fait, c'est le propre de l'héritage de ce que j'ai de mon père, qui est toujours vivant d'ailleurs. Oui, effectivement, c'est ce qui nous unit. C'est ce que je tends à me définir davantage de ce qu'est mon père à travers moi. Maintenant, je suis dans l'embryon de me connaître, moi, à 46 ans. Je commence juste à me définir comme homme, à me définir comme entrepreneur, à me définir comme producteur, à savoir ce que j'ai envie de dire, comment j'ai envie de le dire et de quelle façon je vais le dire. Tu n'as pas d'enfant? Pas encore. Est-ce que c'est un manque chez toi ou c'est une décision? Pour l'instant, c'est une décision. Oui, c'est une décision parce que mon enfant est ni plus ni moins l'entreprise avec laquelle je travaille en ce moment. C'est-à-dire que j'aurais peine à croire qu'en ce moment, je pourrais aussi m'occuper d'un enfant avec la même rigueur et l'authenticité que je mets à bâtir ce que j'ai à bâtir aujourd'hui avec le 22 Colin de Blues et les productions de films qui s'en viennent parce que je travaille aussi à l'écriture de scénaristique. Ah oui, OK. Ouais. Mais tu sais que tout ça, c'est des excuses. Hein? Sur ton lit de mort, si tu n'as pas d'enfant, tu fais... Tu sais, souvent, on dit... Ce qu'on regrette, c'est pas les grands accomplissements qu'on a eus ou qu'on a réalisés, c'est vraiment les gens qu'on n'a peut-être pas eus autour de soi. Tu sais. Ah, vous savez, il y a aujourd'hui de grandes personnes qui ont mis des enfants au monde sur le tard en se disant que, bon, ce qui pouvait leur apporter, à tout le moins, en tout cas, c'est... et je pense à Yves Montand, la plus belle chose qu'il pourrait apporter à son fils, c'est à tout le moins le désir d'apprendre à jouer la guitare, parce que si un jour, peu importe ce qu'il arrive, au moins son fils aura la capacité d'arrêter sur un coin de rue, de jouer la guitare et de faire entendre un peu de repos aux gens pour avoir quelques pièces de monnaie. C'est comme ça qu'il pourra gagner sa vie et grand bien lui fasse, si au moins il lui a appris ça à son fils. À son fils. Maintenant, je pense que pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir que le rôle que j'aurai à prendre à ce moment-là, ce n'est pas celui d'un père, c'est celui d'un parent. Donc, j'aurai à ce moment-là le temps de prendre le temps d'éduquer un enfant. Pas juste celui de dire « cet enfant-là m'appartient et grand bien m'en fasse », ça paraît bien aux yeux de tout le monde. Un instant, j'ai une responsabilité. Mais tu vois, moi, je parle pas d'éduquer, mais je parle d'élever. Élever un enfant. Oui, de la même façon que je m'élève en ce moment. C'est ça, exactement. Puis j'aime bien la nuance entre être père et être parent. Pour moi, parent, c'est plus noble. Père, tout le monde peut l'être. Hein? On s'entend que ça prend pas grand-chose, là. Un petit moment entre deux personnes, l'échange de fluide, c'est tout. Mais en même temps, s'il y en a qui peut-être se disent qu'ils font un très bon père, et tant mieux. Moi, je pense qu'être parent, ça fait partie de tout ce que sont, finalement, ceux qui arrivent à prendre le temps. Jerry Boulet, 2011, on t'offre ce rôle-là. Oui. Est-ce que Jerry Boulet serait pas un peu, dans le fond, ta renaissance de ta personne à partir de ce moment-là? Il y avait déjà une entreprise quand même assez importante. J'avais un bout de fait. Ouais. Ça faisait déjà 4 ans là, que je prenais soin de moi. Et puis, c'était déterminant aussi pour moi de faire, OK, qu'est-ce que je peux apporter davantage à Jerry que j'ai pris le temps de m'apporter à moi? Parce que, évidemment, j'ai pris la décision de faire ce personnage-là. Parce que je n'ai pas fait ce personnage-là pour l'argent. J'ai fait ce personnage-là parce que je sentais que je pouvais lui apporter quelque chose. Le défi. Le défi. Et à la fois qu'il pouvait m'apporter quelque chose. Ça, pour moi, ça a été déterminant dans le choix que j'ai fait lorsque j'ai fait Jerry toujours vivant. Maintenant, à l'intérieur de ce qu'il m'a apporté, j'ai le sentiment qu'il m'a donné une carte blanche, cet homme-là, à travers tout le parcours qu'on a fait ensemble. Et cette carte blanche-là, je l'ai pris à bras-le-corps. J'ai senti cet appel-là de revenir à la musique,
et de revenir par la porte qui me semblait essentielle, c'est-à-dire de parler de nous à travers les poètes, à travers les paroliers, à travers notre langue qui fait qui nous sommes aujourd'hui. Alors, je pense que ça définit bien le passage que j'ai eu avec Jerry. Il y a même eu à un moment donné des gens qui disaient que tu te prenais pour Jerry. C'est-tu vrai? T'es-tu pris pour Jerry? Ah, c'est leur affaire à eux autres. Moi, ça ne me regarde pas. Ces commentaires-là, je pense que je n'ai pas à m'arrêter à ça. Tu les as entendus? Non, à peine, parce que le plus bel apprentissage que j'ai eu au tout début de ma carrière, c'est avec un metteur en scène qui s'appelle André Brassard, qui est le metteur en scène de Michel Tremblay, oui. évidemment, et qui m'a dit Petit cul, parce qu'il m'appelait Petit cul. Il dit Petit cul, écoute-moi bien. Il dit, avant une première de théâtre, au Théâtre de Katsu, il dit si tu t'arrêtes aux journalistes qui vont dire de toi que tu es bon, il va falloir que tu t'arrêtes aussi à ces journalistes qui disent de toi que tu n'es pas bon. C'est vrai. Alors, crois-les pas. Arrête-toi à ce que tu dois faire aujourd'hui. C'est ce qui a défini 26 ans de carrière. 26 ans déjà. Oui, 26 ans de carrière. Donc, pour moi, les gens disent ce qu'ils ont à dire parce que ça leur fait du bien. Moi, j'ai tendance à mettre les accords Toltec en relief dans toute ma vie. C'est-à-dire, la parole impeccable, pour moi, elle est importante parce que je ne dirai pas aux uns ce que je ne veux pas que les autres disent de moi. C'est vrai. Alors, je tente, ni plus ni moins, de faire ce que j'ai à faire pour être bien dans mon corps et dans mon esprit. Ça me fait penser d'ailleurs à une légende amérindienne où un sage, à côté de son petit-fils, se fait demander par l'enfant qu'est-ce qui est le mal et le bien. Il dit le mal et le bien, c'est comme deux loups à l'intérieur de toi. Un loup qui grogne et un loup qui est doux. Et il dit, mais lequel des deux va gagner? Il dit, celui que tu vas nourrir. Alors pour moi, je nourris celui qui est bon, celui qui me fait du bien. 3 citations. Vive et laissez vivre. Mon Dieu. Vivre et laisser vivre, c'est qui définit exactement, mais en partie... Mais c'est le lâcher-prise, ça. Ça, c'est le lâcher-prise. Oui, ça. Hein? oui, en partie, c'est le lâcher-prise, mais le vivre et laisser vivre, c'est aussi dans la définition même de ce que c'est celui et celle qui est en face de moi et qui a une définition de la vie qui est différente de la mienne, C'est vrai. que je lui donne mon accord qu'il ou qu'elle pense comme ça. C'est ça pour moi, le vivre et laisser vivre. Chaque chose se règle en son temps et sous une forme qui convient. Oui, ça c'est France Castel, mon ami France Castel, qui me répète depuis des années, et c'est récemment, ça fait quelques années que j'ai compris cette phrase-là. Chaque chose se règle en son temps et sous forme qu'il convient. C'est-à-dire, lorsque tu seras prêt à recevoir comme il faut ce que tu as à comprendre aujourd'hui, ça va arriver en son temps. Et par une personne interposée, par une personne que tu aimes, et ou par toi-même, qui va ouvrir les yeux sur un événement qui va faire « Ah, c'est ça ». Là, je viens de comprendre. Voilà. C'est ça. Et la dernière, ben, tu l'as dit au début de l'émission, c'est laisser le temps de faire son temps. C'est simple, mais c'est parce qu'on ne peut pas tirer sur une fleur non plus. Hein? Non. Faut attendre qu'elle pousse. Exactement. Tu as beau amener Pépère aux toilettes. Si Pépère n'est pas prête. Si Pépère n'est pas prête. Mais c'est ça. Hein, je pense qu'on arrive à en rire aussi, puis on arrive aussi à se définir à travers ça, parce que c'est important de prendre son temps. Ah, maudit, on est déjà dans le dernier droit ou presque. Ce bout-là s'appelle... Attends un peu, on prêche le citron. Ah, ben, Hein? allons-y. J'ai pensé à 10 questions en partant de chansons de Jerry, puis ensuite je développe sur une question, OK? OK. Alors, Aïe! Oui. Hein? D'ailleurs, est sur ton album. Oui. Qu'est-ce que tu es surpris d'avoir accompli, Mario? C'est drôle, il y a plein de choses qui montent. Oui, c'est ça. Et la première, ça a été de vendre les maisons. En fait, lorsque j'ai mis Dis-moi mes la première maisons... affaire qui t'est venue en tête. Les maisons. OK. Oui, parce que quand j'ai mis ma maison aux îles de la Madeleine en vente et mon triplex, je me suis dit, la première qui se vend, l'autre, j'enlèverai la pancarte. Les deux se sont vendus en même temps. Alors, ça a été ça ma surprise. C'est coudonc, la vie est en train de me dire, Mario, fais ce que doit et il y aura d'autres maisons en temps et lieu qui seront là. Les bleus de mémoire. Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas chassé de ta mémoire vive, malgré le temps? Oui.
Je devrais dire le disque dur plutôt que la mémoire vive. Ben non, mais en même temps, je vais dire quelque chose, puis je vais tellement pas faire peur à mon amoureuse. C'est certain que c'est les enfants. C'est les enfants qui... je pense que ce qui définit davantage mon désir d'avoir des enfants, c'est peut-être d'une façon un peu orgueilleuse et avec un certain manque d'humilité de leur dire que je pourrais peut-être leur offrir ce que moi, j'ai pas eu. Je pense que c'est pas un manque d'humilité. Je pense que c'est de savoir ce qu'on pourrait donner à quelqu'un d'autre, tu sais, dans le fond. C'est pas... Peut-être. C'est ce qui est monté là en ce moment. Puis, mais en même temps, est-ce que vraiment, aujourd'hui, des enfants naissent et ils prennent un ordinateur, ils prennent un téléphone à l'âge de 3 ans, puis ils savent comment jouer avec? Je veux dire, qui je suis, moi, pour prétendre que je pourrais apprendre quelque chose de plus à ces enfants-là, alors qu'ils viennent au monde avec tout ce dont ils ont besoin? Je pense que les enfants nous apprennent beaucoup à nous, puis on essaie de leur apprendre des choses. Oui. Je pense que c'est ça, dans le fond. Mais oui, et j'ajouterais à ça, je pense aussi que ce dont ils ont besoin entre 0 et 12 ans, c'est d'être sécurisés. C'est ça, avoir un cadre. Oui, avoir un cadre. Mario qui roule en Formule 1 en ce moment et que certains ont de la misère à suivre parce que je sais à quel point je roule vite, c'est peut-être dur pour un enfant de faire partie de cet amalgame-là. L'autre, faut que je me pousse. Oui. Tu l'as peut-être dit, mais en tout cas, que tu fuis longtemps ou trop longtemps. Oui, ce qu'on fait nous poursuit, ce qu'on fait face s'efface. Ouais. Alors pour moi, aujourd'hui, ça fait plus partie de ma vie, vous, que je me pousse. Moi, je fais face à chacun des événements, que ce soit en amour, au travail ou en amitié, et je règle les choses en son temps et sous forme qui convient. Ça prend du courage pour le faire. Hein? Oui, mais ça prend la volonté de vouloir être bien dans ses shorts. Chant de la peur. Oui. Quelle est la plus grande dépendance? L'alcool, la drogue ou les femmes? Je pense que c'est un mélange de tout, de toute façon, parce qu'à partir du moment où est-ce que j'entame la base de la douleur, du champ de la douleur humaine et la dépendance amoureuse. À partir du moment où est-ce que je me sens pas aimé, je me sens rejeté, je vais aller boire ou je vais aller consommer de la drogue pour arriver à aliéner ce manque-là, ce mal de vivre, ce mal d'être. Le rejet, ça part de l'enfance, souvent. Bien, oui, ça part de l'enfance, c'est-à-dire que ça part, oui, de l'enfance, ça part du fait que, n'ayant pas eu l'amour dont j'ai souhaité avoir, je vais me sentir rejeté à partir du moment où quelqu'un dit non, j'ai pas... Oh boy, non, j'ai pas envie d'être en amour avec toi. On a appris récemment que 2 jeunes s'en sont pris à une fille qui voulait pas sortir avec un des 2. Ils l'ont assassiné, c'est épouvantable. Absolument. Je veux dire, c'est là qu'on en arrive. Ce manque d'amour-là, des fois, il arrive à commettre des actes épouvantables. C'est la racine de toutes les dépendances, la dépendance affective. La dépendance affective est à la base de tout. Les yeux du cœur. T'es passé du spiritueux au spirituel. Lequel des 2 t'a donné le plus gros buzz? Ah, le spirituel, de toute évidence. Moi, je suis plugué là-dessus jour et nuit. C'est clair que mon Dieu d'amour à moi, c'est certain que je ne le remettrai jamais en question. Puis il est là, il m'habite. Le frère André m'a donné cette confiance-là en moi et la confiance qu'il était présent en moi. Et ça, c'est un jour à la fois et ça m'habite constamment. Ça te fait pas peur d'évoquer ça publiquement? Parce que, bon, il y a eu des artistes qui ont montré leur foi, puis c'est des Jesus freaks, ils ont perdu la tête. Encore une fois, si c'est le cas pour les gens qui veulent l'entendre, parce que avoir une spiritualité, ça leur fait peur parce que pour eux, c'est un dogme, c'est leur problème. Ouais. Moi, je sais que je suis bien avec ça, que ça me permet de me construire, devenir un meilleur homme aujourd'hui. Pensez-vous vraiment, Éric, que je vais remettre ça en question maintenant? La réponse est non. Surtout avec tous les effets bénéfiques que tu as depuis. De toute évidence. Et les effets bénéfiques que ça m'apporte encore à chaque fois que je prends contact avec un autre être humain. Pour moi, il y a une spiritualité qui s'installe, même si l'autre être humain est agnostique ou athée. Il y a une spiritualité qui est là. Mais la spiritualité, c'est une énergie. De toute évidence. Au départ. Donc, s'il y a énergie entre 2 personnes, il y a une forme de spiritualité. C'est ça? J'entends la même chose. La femme d'or. Si la femme est d'or, de quoi es-tu fait? L'argent.
Non, je pense que... Sais-tu quoi? C'est le plus grand mensonge que tu n'as pas dit. Ah oui, là, vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est parce que ça résonnait, là. Ça, je trouve ça drôle, oui. D'or et d'argent, je Parce sais que t'es pas. pas un gars d'argent, là. Ah, pas en tout ça. En fait, pas du tout. Mais en fait, pas du tout. C'est pas vrai. C'est On comme en tout a le tous monde. besoin, Ben oui, là. je veux dire, j'investis ce que j'ai à Oui. investir en souhaitant que ça Qu'il y aura rapporte. un retour, Ben bien oui, sûr. qu'il y ait un retour. Mais en même temps, comme l'alchimiste le dit, le plus grand des trésors, ce n'est pas ce que j'ai cumulé d'argent ou d'or, c'est ce que j'ai cumulé de rencontres. Et pour moi, c'est ça le plus beau des trésors. Alors, si la femme est d'or, c'est que son écoute son écoute est un diamant. Sa présence est un lingot d'or. Je veux dire, pour moi, c'est tout ce dont fait partie l'être humain à partir du moment où est-ce que on est capable de dire à une femme que tu es une femme d'or, c'est-à-dire que tu es une femme où ta brillance extérieure est aussi forte et une entité aussi puissante que ta brillance intérieure. Tu vas aimer la prochaine. Rendez-vous doux. Es-tu un gars facile ou difficile à aimer? De plus en plus facile à aimer. Parce que de plus en plus, je m'aime. Donc, j'accepte que quelqu'un m'aime. Tu es en relation. Oui. C'est-tu ta plus longue relation depuis longtemps? Elle va sûrement l'être, oui. Un jour à la fois. Qu'est-ce que tu retrouves dans cette relation-là que tu n'avais pas avant? La communication. Oui, hein? Mais surtout de communiquer ce dont j'ai réellement Ouais. en mon cœur. Et j'entends ce qu'elle a réellement en son cœur aussi. Pas de communiquer qu'est-ce qu'on mange à soir, puis on va-tu voir un film. C'est la communication, c'est au-delà de ça. Et cet au-delà que j'estime fait partie de la spiritualité. Tu parles de communication, mais tu pourrais presque parler de communion, parce que quand on est si près de quelqu'un et qu'on fait... On est toujours deux, mais on peut faire un. C'est pas un peu ça aussi, l'amour, hein? Tellement. C'est ça, hein? Ah oui. Seulement qu'une aventure. As-tu plus aimé dans la douceur ou dans la douleur? Ah, j'ai aimé dans la douleur parce que j'en reviens toujours à la même chose. Hein. Éric, j'étais quelqu'un qui ne croyait pas qu'il pouvait être aimé, étant donné qu'il ne s'aimait pas. Donc, c'est certain que j'ai aimé dans la douleur. Jusqu'à il y a 6 ans. Quand on est blessé, on est blessant. Oui. Hein? À partir du moment où on se guérit de ça, c'est là qu'on peut avoir une vraie relation. Oui. Et, je veux un peu qu'on élabore. Qu'est-ce que tu aimes plus de toi aujourd'hui que jamais? J'ai été jeune, quelqu'un qui dérangeait les gars autour de moi. Au Lac-Saint-Jean, je me souviens, il y en a un qui venait me sauter dessus parce que les filles m'entouraient, parce que j'avais beaucoup d'écoute. Et pas parce que je les cruisais, parce que je sortais pas avec les filles. J'aimais les écouter. Les filles sont plus matures que les gars plus rapidement. Hein. C'est vrai. Et aujourd'hui, je me rends compte que mon écoute est encore plus forte et plus présente encore parce que j'ai spirituellement quelque chose qui m'unit, qui fait de moi un être d'amour. Alors, à partir de ce moment-là, c'est l'attrait que j'ai aujourd'hui, que je pensais qu'avant était uniquement de par le fait que j'étais une personnalité connue. Aujourd'hui, j'ai compris ce que c'était que l'attrait. Toujours vivant, faut-il risquer de mourir pour mieux apprécier la vie? Oui, parce qu'il y a une partie de moi qui est morte pour laisser revivre le vrai Mario. Dernière question, une dernière fois. Qu'est-ce que tu aimerais faire avant de mourir? Dis-moi ça. Ben oui, c'est celle qui monte, évidemment. Là. C'est d'avoir une communion spirituelle avec un enfant. Au numéro 10, j'y ai dit stack le caprice. Une sandwich, une liqueur. Nous v'là partis avec le talent. Je suis un rocker. Je suis un rouleur. Quelque part j'oublie qui je suis, mais je reviens toujours au rock'n'roll. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est qu'une des 11 chansons de cet album 22 Call-in the Blues, l'album de mon invité Mario Saint-Amand. Alors, sur cet album-là, vous allez me permettre de mentionner, faire du name-dropping, comme on dit. Alors, il y a des tunes extraordinaires comme Aïe Aïe, il y a Divine, Mes blues passent plus dans la porte, Seulement qu'une aventure, Je suis un rocker, Je chante comme un coyote, Angela et la voix que j'ai. C'est ce qu'on
Et bien sûr, bien d'autres, là, je ne les mentionnerai pas toutes. Mais ce que je déteste les albums live, je vais dire ça déjà. Et le tien, je l'ai adoré. D'abord parce que tu me racontes l'histoire de chaque chanson qui s'en vient. Tu vois, parce qu'une chanson, c'est sûr, on part... Tu sais, comme Aïe, j'avais jamais compris, dans le fond, le texte, je me l'étais interprété. Mais quand tu me racontes l'histoire d'Aïe, que je dirais pas, les gens le découvriront, c'est là que je m'aperçois que chaque chanson, dans le fond, on l'interprète comme on veut bien. Mais quand on connaît la vraie histoire derrière ces chansons-là, c'est touchant. Et c'est ça, dans le fond, la grande force à la fois de ton spectacle et de ton album, c'est que l'acteur et le chanteur font union ensemble et sont capables de nous raconter Jerry et ces chansons-là, tu sais. Oui, c'est aussi le parti pris qu'on a eu, Alain Sauvageau et moi, c'est-à-dire de mettre en avant les textes, tant ceux qui racontent que ceux qui se chantent. Alors, je chante ce que je raconte et je raconte ce que je chante. C'est-à-dire que souvent, les gens viennent après le spectacle me dire « J'avais jamais entendu cette chanson-là de cette façon-là. Je comprends maintenant ce qu'elle voulait dire. Je comprends. » Et pas parce que j'ai raconté avant, mais parce que je prends le temps, on met l'accent sur sur les paroles, sur ce que ça raconte aussi. Alors, ça vient davantage chercher les gens à l'intérieur de ce que ça dit. Puis, il y a un spectacle. Et il y a un spectacle qui roule un peu partout au Québec, mariosaintamand.com. C'est certain que, pour moi, ce qui est important, c'est que les gens puissent venir se découvrir à l'intérieur de ce spectacle-là. Et évidemment, là, c'est un premier album avec 11 chansons. Il va y avoir un deuxième opus qui va sortir à l'automne avec 11 autres chansons parce que c'est 22 Colin de Blues, donc 22 chansons et 22 histoires. Donc, c'est quand même... Donc, c'est le volume 1 de 2, c'est ça? Voilà. Et d'ailleurs, le spectacle, je vais le mentionner parce que tu vas être ici dans la région dans pas longtemps, c'est-à-dire le samedi 8 mars à 20h à la petite église de Saint-Eustache, où je me promets d'aller faire un tour, d'ailleurs. Ah, ben là, ton siège est réservé. T'es fait, moi, je vais le payer, même. 450-974-2787 pour réservation ou information. Sinon, c'est le réseau admission. Jeudi 3 avril à 20h au TVT, donc c'est le théâtre du Vieux-Terrebonne. 450-492-4777 au réseau admission. Et le lundi 7 avril, il faut que je le mentionne, spectacle bénéfice, bien sûr, pour l'accueil Bonneau, dont tu es le porte-parole. Oui, la date a changé maintenant. Ah, oui, c'est rendu le 5 mai. OK. Parce que, évidemment, on s'est rendu compte hier en rencontre qu'on est rendu à 1,5 million au niveau des changements à l'intérieur de l'accueil Bonneau qu'il faut faire. Donc, on a besoin de temps pour rassembler les artistes. Et là, on a transféré ça au La Tulipe. Alors, on est en train de faire un gros chambardement, mais on aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, on n'a qu'à aller sur mariosaintamand.com. mariosaintamand.com et tout sera expliqué. OK. Je veux dire à nos téléspectateurs, si vous avez des questions, des sujets ou des commentaires à nous faire, donc questions, commentaires, excusez-moi, vous pouvez passer soit par le courriel à info@tvrl.ca, sinon notre page Facebook. Et à chaque fin d'émission, je choisis une citation qui m'est inspirée par mon invité. La citation que j'ai choisie pour toi est celle du psychanalyste et écrivain français Charles Baudouin, qui est décédé en 1963, qui avait initié d'ailleurs la psychanalyse de l'art et qui avait dit « Notre étoile est en nous et de nous, il dépend qu'elle soit bonne ou mauvaise. » Tu me dis ça tout le long de l'émission. C'est-tu drôle comment j'ai trouvé cette pensée qui me fait penser à toi? Oui, c'est à nous de la faire, qu'elle nous éclaire. Oui, puis d'envoyer l'étoile dans la bonne trajectoire. Absolument. Bon, Mario, ça m'a fait plaisir. Merci, Eric. Je te souhaite Quel plaisir. beaucoup de succès encore et j'invite nos téléspectateurs à la prochaine. On n'est pas pressés. Au revoir tout le monde.